Bienvenue à cette consultation publique sur le retrait des normes minimales de stationnement pour l'usage résidentiel dans certains secteurs. Je salue également les personnes qui nous écoutent en ligne. On avait près d'une cinquantaine d'inscriptions en ligne. Donc, c'était plus populaire en ligne ce soir. Il fait beau dehors, mais merci à ceux qui sont présents en salle également. Alors, je me présente, je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique pour la Ville de Québec et j'ai le plaisir d'animer la rencontre ce soir. Je suis accompagnée en ligne par ma collègue Marie Lagier, qui est chef d'équipe participation publique au même service que moi. Donc, Marie, bonsoir. Ah, est-ce que tu nous entends? En même temps, Bonsoir. on vérifie. Oui. Je vous entends très bien. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est elle qui va gérer la période de questions en ligne, mais on va faire ça ensemble. Alors, permettez-moi de vous présenter les personnes également qui sont ici ce soir. Avant ça, je veux vous dire, la séance de ce soir est enregistrée, comme vous pouvez le voir. Donc, si jamais il y a des personnes que vous connaissez qui n'ont pas pu être là ce soir, mais sachez que la rencontre est enregistrée. Elle va être sur le site Internet du projet dès demain. Alors, voilà, permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Donc, tout d'abord, M. Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président du comité exécutif et conseiller municipal du district de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Bonsoir. 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 Également, Mme Andréane Meilleur-Gaudreau et Mme Vanessa Dionne, qui sont conseillères en urbanisme au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Puis c'est elles qui vont vous faire la présentation ce soir. On a également du service de la division de la gestion de territoire, Mme Nathalie Cournoyer, qui est conseillère en urbanisme, et Mme Pauline Guillaumard, qui est conseillère en planification du transport et qui est là ce soir. Les deux sont là ce soir pour répondre à des questions aux besoins. Alors, quelques mots sur les invitations, comment on a publicisé la consultation de ce soir. Donc, il y a un communiqué de presse diffusé le 6 mai dernier. Également, donc, toute l'information était disponible sur le site Internet de la Ville. Il y a eu un avis public légal du greffe publié le 8 mai. Un envoi courriel aux listes d'abonnés d'arrondissement, des arrondissements concernés et également aux administrateurs des conseils de quartier. Et il y a eu également un rappel du communiqué le 21 mai dernier. Alors, pour le déroulement, c'est bien simple. Donc, on va avoir un mot d'ouverture de M. Pierre-Luc Lachance. Par la suite, mes deux collègues vont présenter les modifications réglementaires et il y aura la période d'échange, de questions et commentaires du public. Donc, ça va se dérouler en mode hybride, comme je mentionnais. Donc, on va alterner des questions en salle et en ligne. Et on vise finir peut-être vers 20h30, mais on va prendre le temps nécessaire pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. Pierre-Luc Lachance pour le mot d'introduction. Merci beaucoup, Christina. Merci aux gens qui seront déplacés en salle. Merci aux gens qui sont en ligne. Les normes de stationnement sont un sujet qui est à la fois populaire, mais qui amène aussi des questionnements sur comment on veut vivre notre ville dans le futur. Pauline porte la démarche au sens plus large, mais aujourd'hui, on vient vous présenter le retrait des normes minimales de stationnement. C'est une démarche qui est en cours dans plusieurs villes à travers le monde. On a des exemples qui vous seront présentés des situations au Québec, mais il y a aussi des exemples américains qui existent à travers les États-Unis, dont l'État du Minnesota récemment qui a fait ce geste-là. Et pourquoi on change à faire ce geste-là à la Ville de Québec? C'est qu'on a un souci d'assurer un développement qui est conséquent avec le milieu de vie dans lequel les différents bâtiments sont ou seront implantés. On veut travailler à favoriser notre mobilité durable tout en respectant les situations actuelles des gens qui habitent les quartiers. Donc, notre but, c'est pas justement d'arriver à contrario et défaire les milieux de vie, c'est de pouvoir les bonifier sainement et en travaillant à s'assurer que justement, on a toujours une place qui est faite pour le logement, une place saine qui est faite pour le logement, une place saine aussi qui est faite pour les besoins en stationnement et qui permet de répondre aux défis
futur de la Ville de Québec. Je ne veux pas trop parler. On a des expertes avec nous aujourd'hui qui maîtrisent le sujet au niveau technique. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir des notions très techniques, dont M. Maquet dans la salle. Donc, content que vous soyez là. N'hésitez pas à poser vos questions, à émettre vos commentaires. On est là pour maximiser ce changement qu'on propose à la Ville de Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Lachance. J'invite donc maintenant ma collègue Andréane Meilleur-Gaudreau pour la présentation. Bonsoir à tous. Il me fait plaisir de vous présenter la modification réglementaire qui vise le retrait des normes minimales de stationnement pour l'usage résidentiel dans certains secteurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Au niveau du déroulement de la présentation, je vais débuter par présenter l'objectif de la consultation de ce soir, puis le contexte de planification dans lequel la modification réglementaire s'inscrit. Je vais laisser par la suite la parole à ma collègue Vanessa qui va vous faire un état de la situation actuelle, vous faire une présentation des modifications réglementaires et des prochaines étapes. Donc, au niveau de l'objectif de la consultation de ce soir s'inscrit dans un processus de modification réglementaire là, qui est régi par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, une première étape a été franchie le 7 mai par l'adoption par le Conseil de ville du projet de modification réglementaire. Ce soir, on vous consulte sur la question, puis par la suite, il y aura des modifications au projet réglementaire si requis, une adoption du règlement qui pourra rentrer par la suite en vigueur. Pour ce qui est du contexte de planification, la modification réglementaire est une action du plan de mise en œuvre accéléré 2023-2026 de la vision de l'habitation, vision qui vise là, la construction, qui vise la cible de construire 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. La mesure s'inscrit dans un objectif d'accélérer la construction de logements pour tous les types de ménages et la création de milieux de vie inclusifs et de qualité. On sait que la situation du logement à Québec vit actuellement plusieurs défis. On peut parler notamment là, du nombre d'unités mises en chantier qui accuse une tendance à la baisse depuis 2021. Aussi, on sait que le quart des ménages consacrent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger et que le taux d'inoccupation des logements locatifs en octobre 2023 était de 0,9 %, soit le taux le plus bas en 15 ans, ce qui a des impacts là, sur l'abordabilité des logements. Donc, on peut se poser la question comment l'abolition ou le retrait des normes minimales de stationnement pourrait avoir un impact, là, favoriser la construction de logements. On prévoit que les constructeurs, là, dans un premier temps, vont ajuster le nombre de cases offertes en fonction de la clientèle cible et de la taille des logements qui sont offerts dans leur projet. On croit aussi que la diminution des coûts de construction devrait favoriser l'abordabilité. La modification devrait aussi favoriser la faisabilité des projets et l'accélération de l'émission des permis puisqu'elle offre plus de prévisibilité aux constructeurs. Et on vise là, à optimiser l'utilisation du sol pour la construction de logements. On croit que tous les projets résidentiels bénéficieront de l'assouplissement réglementaire, autant les projets de faible, de moyenne et de haute densité, mais surtout les projets qui visent l'ajout d'un logement ou la conversion d'un bâtiment en bâtiment résidentiel, sachant que le coût de construction des aires de stationnement peuvent représenter jusqu'à 15 % des coûts, du coût total de certains projets. Donc, l'abolition de la norme minimale de stationnement est en phase avec les grandes orientations et outils de planification de la ville. J'ai parlé là, juste avant de la vision de l'habitation, mais également la vision de l'arbre, la vision de la mobilité active, le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération et le plan de transition, de transition et d'action climatique. C'est important quand on intervient pour le stationnement de prendre en compte l'ensemble du système. On sait que les besoins en mobilité sont répondus par l'automobile et les autres modes de transport alternatifs. Lorsqu'on intervient sur le stationnement hors rue, il peut y avoir des impacts induits sur le stationnement sur rue et on doit là en parallèle offrir des alternatives de mobilité aux citoyens. Donc, c'est pour cette raison qu'en retirant les exigences minimales de cases de stationnement, on doit là, venir encadrer adéquatement le stationnement sur rue et poursuivre les investissements pour améliorer la mobilité au bénéfice des citoyens.
Merci. Merci, Andréane. Alors, je vais poursuivre avec la situation actuelle. Donc, actuellement, le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme prévoit un nombre minimal de cases de stationnement selon 4 types de milieux. Donc, comme on peut voir à l'écran, on a une carte de la ville, puis on a le type de milieu urbain dense, qui est le milieu en rouge, qui correspond à la cité Limoilou, au pôle de Sainte-Foy et aux quartiers anciens. On a aussi les axes structurants A et B qui sont en bleu et en mauve, puis qui correspondent au parcours des métrobus. Et on a le milieu général qui est en vert et qui correspond en fait au reste du territoire. Le nombre minimal de cases de stationnement n'est pas le même d'un type de milieu à l'autre. Il varie en fonction du type de milieu là, sur la base des caractéristiques des milieux. Donc, ça va varier. Les caractéristiques des milieux, en fait, on parle des particularités des quartiers, de la demande de stationnement, donc la densité de population, la densité d'emploi aussi. On pense au nombre de voitures par ménage, de la part modale du transport en commun, des normes des anciennes villes aussi. Ici, on a le nombre de cases minimales de stationnement qui est exigé pour les usages résidentiels. On voit que dans le milieu urbain dense et dans les axes structurants A et B, on exige moins de cases de stationnement que dans le milieu général. Dans le milieu urbain dense et dans les axes structurants, donc qui est le territoire là, délimité en noir à l'écran, les alternatives à l'auto sont plus nombreuses. C'est ce qui illustre le score de mobilité. Le score de mobilité qui est un outil qui a été développé là, par nos collègues dans les équipes de mobilité et de la géomatique aussi. Puis, dans le fond, ces types de milieux-là sont les mieux desservis par le transport en commun. Dans ces types de milieux-là aussi, les activités de proximité, les activités, par exemple, le travail, l'épicerie sont plus près. Donc, c'est possible d'y accéder à pied ou à vélo. On a aussi un réseau cyclable qui est bien établi dans ces milieux, puis on a communauto et à vélo qui sont disponibles. Donc, c'est pour ça, sur la carte, qu'on voit que les types de milieux urbains denses et les axes structurants sont illustrés là, en vert et en jaune. Ce sont les endroits où il y a le plus d'opportunités de mobilité alternative à l'automobile. Le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme prévoit aussi un mécanisme d'exemption. Il permet à un propriétaire d'être exempté de l'obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement, moyennant une compensation financière. L'argent qui est recueilli est placé dans un fonds de stationnement de la Ville de Québec, puis ne peut servir uniquement à l'achat et à l'aménagement de terrains servant au stationnement. Le mécanisme d'exemption est utilisé principalement dans le milieu urbain dense. Ça s'explique notamment par le fait que dans ces milieux-là, on est dans des milieux qui sont plus denses, qui sont déjà construits, puis les terrains sont plutôt petits. Entre 2018 et 2022, il y a 24,6 % des projets de construction de 4 logements et plus qui ont été construits dans le milieu urbain dense qui ont eu recours au mécanisme d'exemption. Donc, on voit que c'est vraiment dans ce type de milieu-là où on a une demande là, plus élevée, où les promoteurs, en fait, ont de la difficulté à atteindre le nombre minimal là, de cases de stationnement requis. Puis, le nombre de cases de stationnement qui est exempté est peu élevé. Là, on parle d'environ 3 cases de stationnement. On poursuit dans les données puis les statistiques. Donc, on constate que les projets de construction qui comptent le plus grand nombre de logements sont situés dans les axes structurants A et B. Et on constate que dans l'ensemble, c'est 56 % des logements qui se construisent dans le milieu urbain dense ou aux abords des axes structurants. Donc, pour encourager, faciliter et accélérer la construction de logements, il y a lieu d'intervenir dans les types de milieux urbains denses et dans les axes structurants. Finalement, on constate que la majorité des projets réalisés offrent plus de cases de stationnement que le nombre minimal requis par la réglementation. Donc, si on regarde dans l'axe structurant A, les projets offrent en moyenne 1,1 cases de stationnement par logement, alors que la norme, c'est 0,75 cases par logement. Ensuite, l'axe structurant B, donc on offre environ 1,2 cases de stationnement,
alors que la norme minimale est de 1 case par logement. Et au niveau de l'urbain dense, on offre en moyenne 0,7 cases de stationnement par logement, alors que la norme est de 0,5 cases. Donc, on voit qu'habituellement, les projets offrent un nombre de cases de stationnement qui est supérieur au nombre minimal requis. Ensuite, au niveau de la modification réglementaire, donc ce qu'on vous présente aujourd'hui, les modifications sont dans le cadre du règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement au nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage de la classe habitation. Donc, c'est le règlement RVQ 3303. L'objectif du règlement, c'est vraiment de retirer le nombre minimal de cases de stationnement pour les usages de la classe habitation dans les types de milieux urbains denses, axe structurant A et axe structurant B. Donc, ce sont les zones qui sont illustrées en couleur à l'écran. Puis, c'est important de préciser qu'on vise seulement les usages résidentiels. Pourquoi on abroge les normes minimales seulement dans le milieu urbain dense et dans les axes structurants? Bien, comme on l'a vu, ces types de milieux-là offrent plus d'options de mobilité durable. Donc, on a une bonne desserte en transport collectif, le transport actif aussi qui est de mise dans ces secteurs-là. Ensuite, on a un taux de motorisation qui est plus faible. L'abolition des normes minimales de stationnement dans ces secteurs-là, ça va aussi contribuer à consolider le transport collectif, puisqu'on va encourager un transfert modal vers des modes de transport qui sont plus durables. On vise aussi une augmentation de la canopée, étant donné que ça va insister, en fait, les gens à transformer l'espace qui était auparavant dédié à l'automobile. Donc, on pourrait verdir ces espaces-là. Puis, on vient répondre aussi aux besoins de faciliter et on vient faciliter les projets parce que, comme on l'a vu avec les données, les statistiques, c'est vraiment dans les types de milieux urbains denses et les axes structurants que le nombre de logements se construit. C'est majoritairement dans ces secteurs-là. Pour conclure, donc, si on regarde les bénéfices de l'abolition des normes minimales de stationnement, donc on l'a mentionné pendant la présentation, on vient accélérer la construction de logements, on vient augmenter le nombre de logements par projet, on diminue les coûts de construction, ce qui va avoir un impact nécessairement sur les coûts des loyers. Puis, on vient offrir un nombre de cases de stationnement qui est adéquat. Donc, on offre la flexibilité aux promoteurs d'offrir un nombre de cases de stationnement qui répond à la demande, qui répond au marché. Ça permet aussi d'encourager l'adoption des modes de transport alternatifs à l'automobile et de verdir les milieux de vie. Alors, ce sont les bénéfices là, que l'on voit à l'abolition des normes minimales de stationnement à la Ville de Québec. Les prochaines étapes au niveau de la modification réglementaire. Donc, aujourd'hui, on est à la consultation publique le 28 mai. L'adoption du règlement avec ou sans modification aura lieu en juin ou en juillet pour une entrée en vigueur du règlement en juillet. Alors, Christina, je vous relaisse la parole. Merci beaucoup. On est donc rendu à la période, à votre période de questions et commentaires du public. Donc, on va procéder comme on procède d'habitude. Je vois plusieurs visages habitués des consultations. Donc, je pense que vous connaissez déjà nos façons de fonctionner. Donc, on va prendre un premier tour de parole, on va permettre en 2-3 minutes par personne et on va alterner avec des questions en salle, des questions en ligne. Et si le temps le permet, on pourrait revenir avec un deuxième tour de parole. Donc, je vais demander à tout le monde de rester dans l'objet de la consultation. Puis, bien sûr, on demande à tout le monde de respecter les points de vue des autres. Donc, on est là pour entendre tous les points de vue et c'est grâce au rapport de constatation qui va être fait par la suite que les élus vont pouvoir prendre leurs décisions par la suite et adopter le règlement avec peut-être en modification, on verra à la suite de la consultation. Alors, pour les personnes en ligne, donc, nous vous invitons d'utiliser l'outil questions-réponses pour pouvoir nous adresser votre question et ma collègue Marie Lagier va pouvoir la lire à haute voix, puis mes collègues ici présents vont pouvoir répondre. Si jamais votre appareil ne vous permet pas d'écrire, c'est trop petit et tout ça, vous pouvez tout simplement lever la main et on va pouvoir vous permettre d'ouvrir le micro et poser votre question de vive voix.
Alors, voilà, donc, sans plus tarder, je commencerai peut-être par une des questions de la salle. Par la suite, je sais qu'il y a déjà des questions en ligne. Alors, on a un premier... bonsoir, M. Moquet. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, disons que vous mentionnez dans le sommaire décisionnel, c'est ça que l'abolition s'insère dans une approche globale et intégrée du stationnement sur le domaine public et privé. Excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner. Peut-être vous présenter quand vous prenez la parole, puis nous dire aussi si, par exemple, vous représentez un organisme ou une institution, vous pouvez nous le dire. Alors oui, bonsoir. Alors, je vais redire mon nom, Paul Mackey. Paul Mackey, parfait. Bon, alors, j'aimerais savoir, est-ce que la Ville a complété un inventaire des cases disponibles sur rue pour chaque secteur délimité? Est-ce que oui? Bonsoir. Donc, c'est Mme Guillaumard qui est conseillère en planification du transport au service de la mobilité intelligente. Oui, la Ville travaille à dresser un inventaire, que ce soit sur rue, hors rue, le plus exhaustif possible, parce qu'on est en train d'élaborer une politique de stationnement qui va être rendue publique dans sa version préliminaire au courant de l'automne, puis dans laquelle on va dresser le portrait de la situation du stationnement. Puis c'est une volonté qu'on a justement de présenter l'ensemble de l'offre, que ce soit sur rue et hors rue. Si je comprends de votre réponse, c'est que ce n'est pas fait encore. C'est ça, ça risque d'arriver après l'adoption du règlement qui est en juillet. Donc, on se lance un peu à l'aveuglette, c'est ça, je peux comprendre. Puis j'aimerais peut-être parler, la Ville avait fait un inventaire de cases de stationnement dans le cadre du projet de tramway et dans le quartier Montcalm. C'est ça, il y avait dans un secteur, c'est ça, le taux d'utilisation était à 92 %. Dans un autre secteur, ça variait le matin ou la nuit de 87 à 94 %. Alors, je me dis, il me semble que ça prendrait ces données-là pour savoir, y a-t-il des places disponibles sur la rue auxquelles, c'est ça, des résidents de ces nouvelles propriétés qui seraient construites grâce à l'abolition des normes seraient construits, là, ben, y a-t-il de la place sur la rue, là? Il me semble qu'il faudrait savoir ça avant de procéder. Merci, M. Moquet. Oui, monsieur. Très bonne question, M. Mackey. Sachez qu'on a cette préoccupation-là. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Pauline travaille présentement à faire l'inventaire. Cependant, on sait que le changement réglementaire qu'on discute ce soir vise des constructions à venir. On sait que ça prend un certain temps aussi avant que les projets se dessinent et finalement passent aussi à travers les différentes étapes d'approbation pour obtenir les permis de construction. Donc, on estime qu'on a le temps aussi même d'adopter notre nouvelle politique avant de voir les projets levés de terre. Cependant, on veut agir rapidement pour déjà donner une orientation claire à cause que on est dans une crise du logement. Donc, on veut permettre aux gens qui conçoivent des projets de le faire dès aujourd'hui, dès que possible, pour être capable que lorsque justement le projet de lève de terre, on ait les autres solutions. Je me permets un autre petit élément de réponse à votre question. Je suis sûr et certain que vous allez apprécier. Dans les quartiers centraux, particulièrement la cité de Montluc, on s'est doté d'une norme d'analyse qui permet pour des projets de retirer que ces nouveaux projets-là, donc des projets qui sont non existants aujourd'hui, mais qui se construisent, ne puissent pas avoir accès aux vignettes de stationnement sur rue. Donc, les gens qui vont habiter dans le futur ces projets-là ne peuvent pas faire d'acquisition de vignettes sur rue. On protège, dans le fond, la zone existante, les résidents qui sont déjà existants, c'est un peu ce que je disais dans mon mot d'introduction, des vignettes, et les nouveaux arrivants qui arrivent dans des nouveaux bâtiments le font avec des conditions qu'ils savent d'avance à l'effet qu'ils ne pourront pas se procurer des vignettes sur rue. Et ça, il y a plusieurs critères qui viennent à baliser cet usage-là. Tantôt, de parler du niveau d'utilisation, l'acquisition des vignettes, ça fait partie des critères. Et on en a certains autres, dessertes en transport en commun et autres. Donc ça nous aide aussi à venir baliser et protéger les milieux de vie existants.
Merci beaucoup. Est-ce que je Monsieur peux McKay, renchérir sur deux j'aimerais juste, si c'est un complément d'information, parce que j'aimerais pas qu'on fasse un débat. C'est juste ça. On a plusieurs personnes aussi en ligne, donc peut-être brièvement, là, si vous avez... Le débat, peut-être après, c'est ça? C'est ça, voilà. Parce que, entre autres, c'est que si jamais l'analyse que fait Mme Guillaumard à l'automne démontre qu'il y a un quartier qui est comme saturé, mais les promoteurs disent, ben, nous autres, le règlement permet de construire sans fournir de cases de stationnement. Il me semble que ça va créer des situations assez problématiques. Mais je comprends votre préoccupation, M. McKay, c'est que ces gens-là se retrouvent dans la rue. C'est ça votre préoccupation. Donc, vous ne voulez pas que cette mesure ait comme effet que les gens, finalement, vont se stationner dans la rue. Donc, ça, c'est bien noté comme préoccupation. Mais je pense que c'est un peu le résultat auquel on peut s'attendre. Mais puis, disons que pour suivre sur la question des vignettes, il n'y a pas tous les quartiers dans la cité Limoilou qui ont des vignettes actuellement. Alors disons que cette solution-là ne règle pas tous les problèmes. Mais merci. On est là aussi pour entendre vos préoccupations. Là. Donc, ça, c'est bien noté. Merci. Bonsoir. Bonsoir, je suis Diane Boudreau du conseil, pas du conseil de quartier, mais du quartier cité universitaire. En tout cas, d'abord, un commentaire à l'effet que moi, ça me réjouit que la Ville adopte, fasse une modification à son règlement parce que pour avoir été au conseil de quartier, on nous avait soumis un projet là, de tour à logement au cégep de Sainte-Foy, puis pour 172 logements là, sur un campus collégial, les promoteurs étaient obligés de faire 130 stationnements quand on sait que c'est des étudiants qui logent là, puis qu'il y a des autobus, métrobus qui passent là, je trouvais que c'était exagéré. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir de l'obligation de stationnement souterrain? Puis aussi, est-ce qu'il est prévu que les promoteurs ajoutent du verdissement, soit un toit vert ou des choses comme ça pour aller, que ce soit en lien avec les politiques de la Ville sur l'arbre, sur les différentes orientations de la Ville. Puis, dernière question, on a parlé tout à l'heure par rapport au stationnement, qu'il y a des modifications qui s'en viennent. J'aimerais beaucoup, je suis une militante cycliste, là, j'aimerais beaucoup qu'on réfléchisse au stationnement pour les vélos parce que c'est toujours l'oublié dans la pièce. Là. Il y a de plus en plus de gens qui prennent le vélo pour se déplacer. D'ailleurs, je suis venue en vélo ce soir, puis malheureusement, le stationnement à vélo devant l'hôtel de ville est assez vétuste, disons, là, des années 70. Bref, c'était mes commentaires et mes questions. Merci. Merci beaucoup, Madame Baudron. Alors, je sais qu'on a quelques questions en ligne. Donc, Marie, est-ce que tu es prête? Oui, tout à fait. Je suis désolée. Je ne vous ai pas laissé répondre. Oui, pardon. Oui. C'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Nous, la modification réglementaire là, ne touche pas l'exigence de mettre du stationnement en souterrain. Là, donc, ce sera ce qui est exigé actuellement là, à la grille de zonage. Là. Nous, la modification réglementaire vise vraiment là, à retirer le nombre minimal des cases de stationnement là, qui est prévu à la réglementation. C'est le seul objet là, de la modification réglementaire qu'on traite aujourd'hui. Au niveau des toits verts, par exemple, puis ces exigences de plantation-là, il y a des normes là, qui sont prévues à la réglementation actuellement là, qui vont poursuivre, qui vont continuer de s'appliquer. Puis, je ne sais pas si ça répond bien. Oui. Parfait. Oui, Madame Cournoyer. Au niveau des stationnements souterrains dans les zones qui sont visées, règle générale, je vous dirais, dans 99% des cas, le stationnement doit être souterrain. Ça varie des fois d'une zone à l'autre, c'est soit 70, 80, 90% ou même 100% des cases de stationnement qui doivent être souterrains. Mais ça va continuer à s'appliquer. Ce qu'on constate, c'est que les promoteurs, on l'a vu là, dans les statistiques que Mme Diane a présentées, les promoteurs ont quand même tendance à faire des cases de stationnement, même si on soustrait la norme minimale. Là. Ils sont conscients que les Québécois ont des autos. Donc, rares vont être les projets où il va y avoir 0 case de stationnement. Merci. Alors, Marie, on serait prêt pour
quelques questions en ligne. Oui, parfait. Donc, on avait une main levée. Donc, je vais donner l'autorisation à Madame Marianne Charbonneau d'ouvrir votre micro. Donc, vous pouvez Oui, allumer le son. On vous entend. Allez-y. entendez bien. Bonjour, je me présente, Marianne Charbonneau, architecte associée chez Agence Spatiale. Je suis citoyenne du Vieux-Limoilou. Nous avons nos bureaux aussi sur la rue Saint-Jean et je fais partie du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. Juste en premier lieu, là, je tiens à dire que je suis tout à fait pour toute mesure permettant d'augmenter la qualité de vie, de réduire la place de la voiture dans les milieux de vie, d'augmenter la canopée des villes, le transport en commun. Je suis pour aussi une vision à long terme, prenant en compte les générations futures, leur mode de transport et leur façon d'habiter la ville. Je suis pour la densité de nos centres urbains, bien pensés, sans pour autant compromettre la qualité de vie des gens qui habiteront leur quotidien et leur plaisir de vivre. Ma question, en fait, j'en ai plusieurs, ou j'ai plusieurs questions à poser. J'aimerais savoir quel est le but exact de cette nouvelle réglementation. Est-ce que c'est vraiment d'accélérer la construction de logements pour tous les types de ménages ou de réduire le stationnement pour les voitures au centre-ville, où on imagine que le prix des logements sera vraiment diminué par cet allègement? Je vais poursuivre juste un petit peu pour expliquer le fond de ma question. C'est que, en fait, vous nous parlez d'une vision sur 2023-2026, mais la vision n'est pas expliquée sur le long terme. C'est plutôt la qualité de vie de notre ville qui se retrouve améliorée en créant, comme vous dites, des milieux de vie inclusifs, durables et résilients face au changement climatique. Il peut y avoir plusieurs buts, mais ils ne sont pas nécessairement clairs. Ils ne sont pas clairs parce qu'ils ne sont pas accompagnés d'une vision à long terme, à mon sens. J'ai l'impression qu'on s'attaque aux symptômes plutôt qu'au fondement du problème et qu'en voulant régler une chose, on empêche l'autre radicalement. En fait, pour les petits projets, c'est effectivement pas nécessairement un enjeu parce qu'on peut toujours demander au fonds de stationnement. Il y a toujours des solutions pour réussir à ne pas mettre du stationnement sur le lot ou du moins à le diminuer grandement. Pour les plus grands projets, je ne comprends pas en quoi le retrait de cette norme-là va être bénéfique. Le stationnement souterrain est tout à fait possible. Pourquoi on voudrait en retirer l'obligation? Réduire le nombre peut-être, mais le retirer. Pour en faire quoi de ce sous-sol requis de toute façon? Pour aller placer des fondations hors gel? Vous voulez mettre des logements abordables d'une qualité pitoyable en demi-sous-sol? Récupérer peut-être un logement sur l'ensemble par le retrait d'une rampe ou un accès au sous-sol? Il me semble qu'à cet endroit, offrir du promoteur privé à l'abri des regards hors de la voie publique est tout à fait indiqué pour les voitures, qui malheureusement augmentent en nombre chaque année et ne diminueront pas tant qu'une alternative réelle de transport en commun ne sera pas mise en place. Ces sous-sols en béton sont parfaits pour les carcasses en métal qui demandent maintenant à être branchées. Loin des regards, pas devant les vitrines, pas dans l'espace public, pas à la place d'une terrasse, pas là où une porte ouverte sans regarder fait regretter amèrement un utilisateur de vélo d'avoir oublié son casque. Ce que je veux dire, c'est que l'espace public est en ce moment très utilisé pour la voiture et si vous enlevez la possibilité, en fait, l'obligation aux promoteurs de faire de la place à la voiture sur les lots, sous les bâtiments principalement, on risque de se retrouver avec encore plus de voitures au centre-ville, dans les rues et des problèmes de congestion de stationnement pour les petits propriétaires qui ne sont pas nécessairement sur les principaux axes de développement. Intervenant, Mme Charbonneau. Je comprends. Je vais juste faire un petit exemple à Limoilou, tout simple. Prenez un exemple, la première avenue à Limoilou. Un projet pourrait être construit sans stationnement sur cette avenue, en alignement marge zéro dans les ruelles, pour finalement avoir des voitures qui vont se mettre dans les rues voisines, comme en fait, dans toutes les petites rues voisines de tout le quartier. Pourquoi ces bâtiments-là ne devraient pas avoir un stationnement au lieu de laisser toutes les voitures s'agglutiner dans le quartier avoisinant? On devrait regrouper et structurer l'offre en stationnement pour libérer le quartier de la voiture, pas l'inverse. Voilà, c'est tout. Ma question, en fait, si je la répète, c'est quoi la vision à long terme derrière cette réglementation? Et est-ce qu'il va y avoir une contrepartie pour l'allègement de ceci, comme par exemple en augmentant le pourcentage d'air verte, les toitures vertes ou en proposant des solutions alternatives au stationnement? Merci. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. Alors, est-ce que... Oui, M. Lachance? Et je suis persuadé que les professionnels de la ville seront complétés. La vision à long terme, c'est quoi? Aujourd'hui, on vient avec une modification réglementaire qui, et je le rappelle, ne dit pas aux promoteurs ne construisez pas de stationnement. Les promoteurs sont toujours libres de construire des stationnements, de construire, comme on le disait tantôt, de façon souterraine pour la majeure partie du territoire, comme l'expliquait Mme Cournoyer. Et on est très clair à la ville à cet effet-là que on le sait que les promoteurs vont continuer à l'offrir parce qu'il
il y a une demande quand même de fournir des immeubles avec du stationnement. Les gens sont conscients aussi dans les milieux lesquels ils viennent s'implanter. Et on peut penser aussi que nos promoteurs, en tout cas moi, des projets que je vois de plus en plus, viennent travailler des partenariats avec soit Communauto ou développent leur propre solution d'autopartage pour offrir des façons aux gens d'avoir une utilisation modérée de l'automobile, une utilisation qui se combine avec d'autres moyens de transport. On a parlé de vélo, on peut parler des autobus, on peut parler de la mobilité active, piétons et tout, parce qu'on est dans les milieux qui le favorisent. Donc, pour nous, c'est important de venir agir à cet effet-là pour que les milieux qui soient les plus réceptifs à cette mobilité durable-là, cette mobilité à long terme qu'on veut plus saine pour notre ville, puisse se faire de la bonne façon. Pourquoi on intervient aujourd'hui avant la mise en place complète de la politique sur laquelle on travaille avec Pauline? C'est vraiment l'urgence qu'on a versus le logement. Tantôt, on a parlé que des projets pouvaient coûter un 15 jusqu'à 15 de plus. En chiffres absolus, puis je me ferai reprendre si je n'ai pas les bons chiffres, une case peut coûter entre 10 000 pour une case extérieure jusqu'à 60 000 pour une case souterraine intérieure à l'unité. Je sais que M. Mackey doute, mais tout dépendant des aménagements qui soutiennent la dite case. Donc, l'idée est de aussi travailler à ce qu'on puisse avoir des logements qui se construisent rapidement de façon plus abordable pour réussir à diminuer les loyers. Je vous donnerai l'exemple de Los Angeles, qui, depuis qu'ils ont introduit dans certains secteurs le retrait des normes minimales de stationnement, voit les logements diminuer d'un 150 $ par mois de loyer. Ça a quand même un impact qui peut être pertinent. Je ne sais pas que c'est exactement le 150 $ qui va se reproduire à Québec. Les conditions de marché sont très différentes, mais c'est un exemple d'une littérature que j'ai lue sur les rôles qu'ont le stationnement sur le développement urbanistique. Donc, notre vision à long terme, c'est de développer une ville saine, une ville qui a différentes propositions en termes de logement, puis des propositions en termes de stationnement qui sont aussi conséquentes. Tantôt, la dame posait la prémisse de dire si un bâtiment se construit sans stationnement dans les Moilous, quels sont les effets sur les secteurs autour? Bien, on a des architectes qui sont presque voisins, qui développent des projets dans les Moilous pour lesquels, justement, ils vont chercher une clientèle qui requiert pas de stationnement. C'est très clair dans leur principe, c'est que nous, on cherche des locataires qui vont vouloir avoir une mobilité différente. Je pourrais vous parler d'un projet aussi, d'une coopérative qui se développe dans Saint-Sauveur, pour lequel, pour une vingtaine de logements, il y aura 2 cases de stationnement, mais c'est 2 cases qui vont réserver pour l'autopartage. Donc, nous, c'est de venir travailler ces modes-là et en favorisant ça aussi parce qu'en enlevant les normes minimales de stationnement, on enlève aussi les coûts que doivent payer les promoteurs lorsqu'ils ne respectaient pas les normes minimales. Ça peut représenter plusieurs milliers de dollars que la Ville chargeait pour le non-respect de ces normes-là. Mais en facilitant et en diminuant les coûts, c'est nécessairement des coûts économisés pour mettre sur le projet. C'est la réponse politique très large. S'il y a des éléments plus techniques, mesdames, sentez-vous très à l'aise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite rajouter? Oui? Parfait, merci. Alors, on va continuer avec quelques questions en ligne. Marie? Pardon? Oui, pardon. alors. Oui, merci, Madame Charbonneau. Alors, on va continuer avec des questions en ligne. Oui, parfait. Donc, alors, je continue avec des questions écrites. Donc, une personne nous demande, avez-vous considéré limiter, voire interdire la construction de nouveaux stationnements dans les milieux les plus denses et les mieux desservis par les transports en commun? Et puis, ça rejoint aussi une question qu'avait Michael Gosselin qui nous demandait, peut-on avoir un moratoire sur le nombre de stationnements en ville pour ainsi avoir un contrôle sur leur nombre qui utilise beaucoup de vastes territoires qui est adéquat à la construction des résidences? Donc, est-ce qu'on a considéré là carrément interdire les stationnements dans les milieux les plus denses? Est-ce que... oui, Pauline?
Mes collègues urbanistes compléteront, mais ça, c'est un chantier qui pourra être complété avec les travaux de révision du plan d'urbanisme et de mobilité qui ont été amorcés par la ville. Parce que quand on parle de limiter, voire interdire la construction de nouveaux stationnements, on peut entendre aussi la notion de maximum de stationnement qui sont mis en place dans certaines municipalités. Donc, pour le moment, le projet de règlement tel qu'il est présenté aujourd'hui ne le prévoit pas. Par contre, ça pourra faire partie des réflexions plus largement avec la révision du plan d'urbanisme. Oui. Je peux peut-être compléter en disant qu'il existe déjà des normes maximales de stationnement pour certains usages résidentiels de plus haute densité. Puis dans le cadre de ce mandat-là, c'était vraiment là, ça visait l'abolition des normes minimales de cadre de stationnement pour les usages résidentiels. Mais c'est sûr là, que toute la question aussi des autres usages que résidentiels, les normes maximales devront être toutes réfléchies dans le cadre du plan d'urbanisme et de mobilité en fonction des différents milieux de vie et encadrées également là, par la politique de stationnement sur laquelle Pauline est en train de travailler. Merci beaucoup. Alors, on revient avec une question en salle, étant donné Oui. qu'il y a quelqu'un qui s'est levé au micro. Oui, bonsoir. Juste, Christina. Oui, bonsoir. Oui, juste un moment. Oui, Marie? Oui, c'est juste que je vois que Michael Gosselin a levé la main, donc peut-être qu'il voulait apporter des précisions. Est-ce que tu permettrais qu'on lui donne l'autorisation de parler pour préciser peut-être sa question? Oui, allez-y. Désolée, peut-être si vous voulez vous Oui, asseoir oui. 2 secondes, puis on va attendre la personne qui a levé la main. Oui, Marie? Oui, Juste à on vous reposer écoute. ma question plus tard, je suis en changement de couche, donc Ah, je peux passer d'accord. après. On entend C'est votre ça, bébé. OK, c'est parfait. C'est On ça vous les rejoint plus tard. l'avantage de la consultation en ligne, on peut être très productif en même temps. Alors oui, bonsoir, on revient à vous, monsieur. Oui, bonsoir. Mon nom est Gilles Filiatro. Je suis anciennement j'étais dans la direction du Conseil des quartiers Saint-Louis. Maintenant, je suis plus militant et je suis très impliqué quand même. Je représente une 50aine de familles dans notre petit coin ici, qui est le petit coin Saint-Denis. C'est que le coin ici, ben, on a été un peu brassé là, dernièrement là, avec le Saint-Denis là, qui vont nous construire là, à 6 étages au lieu de 8. Et puis bon, faire une histoire longue, courte, c'est que nous, notre problème, c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Alors, est-ce que c'est prévu? Parce que si on construit des choses dans notre coin, ça va augmenter énormément. C'est avec plaisir, ça nous fait plaisir, mais est-ce qu'on va pouvoir marcher sur les trottoirs? Alors, ce qui arrive ici prochainement, il y a l'école secondaire anglaise qui s'en vient sur Wolfe. Notre petit quartier Saint-Denis, là, c'est Wolfe de l'église, au Chalaga, puis Quatre-Bourgeois, ce petit coin-là. Là. Alors, il y a l'église anglaise qui s'en va. Il y a l'école anglaise. On parle de 1200 élèves, on parle peut-être de 200 employés, ça fait des autos, ça fait du monde qui va marcher. Et puis, les trottoirs, nous, on fait pitié un petit peu. Là. Je comprends qu'il y a Montreuil puis des rues principales, mais de manière que ça s'avance, on croirait qu'il faudrait vraiment mettre des trottoirs sur la rue Mainguy et la rue Landry. Où est-ce qui s'en va, ces rues-là qui s'en vont nord-sud, pour au moins accepter les résidents qui vont rester dans le coin. On ne sait pas comment ça va se présenter. Merci. Je pense que M. Lachance souhaite intervenir. Oui, bien, en fait, peut-être vous rassurer dans un premier temps. Tantôt, vous parliez de l'école secondaire qui va arriver. Ouais. Pour les normes de stationnement, on est vraiment juste sur le milieu, l'habitation. Oh non, non. Mais le quartier va se développer. On est conscient de ça. Vous dire qu'avec notre politique de sécurité routière, c'est le genre de projet sur lequel on veut travailler, l'instauration des trottoirs, particulièrement autour des institutions. Là, on a fait beaucoup des institutions primaires. On veut donner un focus pour les personnes plus aînées dans le prochain, les écoles secondaires, les parcs, les centres communautaires. Donc, favoriser la mobilité active à cet effet-là. Donc, quand est-ce que le projet spécifique pour le besoin que vous décrivez ce soir va se faire? Je n'ai pas de réponse pour vous. Non. Je peux seulement vous dire que l'orientation de la ville est très claire à l'effet que ce genre d'aménagement-là
se fait présentement pour les écoles primaires et continuera à se déployer pour les autres besoins dans le futur, soyez-en assurés. D'accord, mais quand même, on sait que les entrepreneurs, là, ce qu'on pense, qu'est-ce qui va arriver là, sur la route de l'Église? Est-ce qu'ils vont rester aux mêmes étages qui est prévu par le PPU? Si c'est oui, OK. Mais c'est pas le sujet. Ça veut dire, on propose. C'est hors sujet, ça? Ben, en fait, c'est qu'on ne propose pas d'augmenter le nombre d'étages, là, par exemple. C'est vraiment le retrait de normes de stationnement. Donc, toutes les autres normes restent en place. Là. Bon, OK. Mais je comprends votre préoccupation pour être conséquent pour la mobilité active. Bien, si on réduit le stationnement, mais c'est aussi permettre aux gens de se déplacer autrement. Alors, on n'a pas de stationnement non plus. Là, c'est des tempêtes de neige. Il n'y a pas de stationnement. Le plus proche stationnement, c'est sur Miran. Alors, c'est 35 minutes de marche. Alors, je ne sais pas s'ils vont penser à ça, de mettre un stationnement. Okay. Alors, merci beaucoup, M. Filiatron. Alors, on va retourner peut-être en ligne. Puis faites-moi signe là, s'il y en a d'autres personnes, peut-être levez la main. Puis M. McKay, je vais prendre les premiers tours de parole, puis je vais revenir là par la suite. Alors, je vais continuer parce qu'il y a quand même pas beaucoup de personnes en ligne. Donc, Marie, on pourrait continuer avec quelques questions en ligne. Puis levez la main là, s'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir. On va arrêter, on va pouvoir vous donner la parole. Oui. Oui, alors je vais vous lire quelques commentaires en ligne. Ensuite, on verra si M. Gosselin est prêt à nouveau pour prendre la parole. Donc, on a un commentaire de Éric Duguay, qui est administrateur au conseil de quartier de Lairet. Donc, il nous dit « Je comprends que vous désirez offrir plus de place pour le transport en commun. Je crains que la présente démarche fragilise une certaine tranche de la population. Je pense aux personnes âgées nécessitant des soins à domicile et aussi des services de popote roulante. Je crains que celles-ci puissent obtenir davantage de difficultés pour recevoir ces services. Je pense aussi à ceux qui reçoivent de la visite, qui arrivent en auto, et je pense aux personnes qui habitent en ville et travaillent à l'extérieur de la région, etc. Toutes ces personnes ne trouveront pas de place de stationnement et n'utiliseront pas le transport en commun. Je vous demande donc de ne pas baisser le seuil minimal afin de permettre une plus grande accessibilité au logement avec l'automobile. » Donc, on comprend que c'est un commentaire là, donc de M. Duguay. Je pense qu'on prend note à ce moment-là. Et je vais vous lire aussi un autre commentaire de Sylvie Scherer. Donc, j'habite dans le coin des rues Franciscain et Dolbeau. Les maisons ont une centaine d'années. Elles n'ont pour la plupart aucun stationnement, de telle sorte que les résidents stationnent sur la rue. Il y a déjà des difficultés à se stationner, particulièrement lors d'événements comme le festival d'été et durant l'hiver, lorsque la neige obstrue des espaces de stationnement. Il s'agit d'un quartier familial et malgré toute leur bonne volonté, les jeunes parents finissent tous par faire l'acquisition d'une voiture, étant donné que les infrastructures sportives d'importance sont pour la plupart en banlieue, comme par exemple le centre sportif Marc-Simoneau ou le centre de soccer Chauveau. Elle a une question. Nous craignons que l'accès à nos stationnements soit extrêmement difficile et rende la vie en ville encore plus exigeante. Quant au verdissement, je vous invite à revoir vos nouvelles constructions sur le chemin Sainte-Foy qui se rendent au trottoir et dont les balcons le surplombent même parfois. OK, donc peut-être c'était plus une préoccupation plutôt qu'une question. Donc la préoccupation du stationnement en ville et aussi le verdissement pour les nouvelles constructions, notamment sur le chemin Sainte-Foy. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse ou si on le prend comme commentaire? Oui, Pauline. Parce que les commentaires abordent beaucoup d'éléments. Ça a été nommé déjà, mais c'est ça. L'abolition des exigences minimales, c'est pas la fin du stationnement, puis c'est plutôt d'offrir la flexibilité aux promoteurs. Puis bien souvent, on le sait dans les projets, on a besoin d'espaces de stationnement, y compris pour ce qu'on appelle le stationnement pour le livreur de pizza. Puis, en ce sens, le meilleur espace de stationnement est aussi le stationnement qui va être offert hors rue dans les projets. Donc ça, c'est aux promoteurs de bien cibler la clientèle qu'il dessert avec son projet d'habitation pour avoir des cases de stationnement, s'il le peut, aussi pour la visite, pour les soins à domicile, pour permettre le vieillissement, pour la livraison de la pizza, puis tout ce qui fait le dynamisme finalement d'une habitation. Merci beaucoup. Je vais juste voir, M. McKay, parce qu'il y a des commentaires en ligne, puis on va revenir à vous. Là, Marie, est-ce qu'il y en a d'autres commentaires en ligne? Oui, alors je voulais juste vérifier avec Michael Gosselin si jamais il était prêt à prendre la parole. À ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre micro.
Oui, bonjour. Donc, je suis dans un bois. Donc, je suis un nouveau papa, comme vous avez compris. J'ai vendu la voiture familiale avant la naissance du petit pour justement ne pas s'habituer. Excusez-moi, on ne vous entend pas très bien. Peut-être parler un peu plus lentement et plus proche du micro. Donc, Merci. je suis un nouveau papa, comme vous avez compris. Donc, on a vendu la voiture familiale avant la naissance du petit, justement pour nous habituer à la contrainte de ne pas avoir de voiture. Parce qu'on croit qu'une ville future saine pour le futur de mon enfant sera une ville sans dépendance à la voiture, donc le moins possible de voitures. Et je remerciais la ville d'abolir ce règlement qui faisait en sorte que Limoilou et les autres quartiers avaient de plus en plus d'accès facile à la voiture avec cette norme minimale. Donc, j'aimerais ça juste voir la chose inverse, c'est-à-dire une diminution du nombre de stationnements en ville disponibles et une augmentation du stationnement vélo partout et de vélo cargo sécurisé. Donc, quand j'ai acheté un vélo cargo pour justement transporter Petit Loup partout en ville, tout en sécurité, en lien justement avec les changements climatiques, c'est-à-dire sans émissions de GES. Donc, si on incite les gens à changer leurs habitudes, en offrant des possibilités et non à garder les anciennes habitudes comme on a vu les 70 ans, ben, on va s'améliorer notre environnement. Donc, voilà. Donc, je voulais remercier la Ville d'avoir aboli cette règle qui enlevait toute flexibilité aux entrepreneurs. Merci. Merci, M. Gosselin, pour votre commentaire. Alors, on prendra peut-être une ou deux autres questions, puis après, on revient à M. Mackay qui a hâte de poser une deuxième question. Oui. Alors, Marie, on peut continuer avec Oui. deux autres questions? Oui. Oui, alors on a une question de Janet Drury, donc qui nous dit sur la carte, on voit que des secteurs situés dans le site patrimonial de Sillery, le long de la côte de Sillery, sont inclus dans les zones urbains denses. Ces secteurs ne sont pas à proximité du réseau de transport en commun, sauf l'autobus 16, à fréquence très limitée. Aussi, la côte est un obstacle au déplacement à pied ou à vélo et ces secteurs ne sont pas situés à proximité des commerces. La densification de ces secteurs est limitée par un zonage qui vise à protéger le patrimoine. Donc, elle nous demande comment justifier l'inclusion de ces secteurs dans les zones urbaines denses. Parfait, merci. On va revenir avec la carte. Peut-être pour... Oui, ben on voit peut-être l'autre carte. Est-ce qu'elle est... Oui. Est-ce qu'on voit... On la voit à l'écran. Alors, peut-être qu'on peut zoomer sur la partie de Sillery. Oui, on voit. C'est un peu difficile de zoomer. Mais on pourrait peut-être faire la recherche, puis en tout cas, on prend... Ce serait bon d'avoir une explication des limites exactes. On a une carte où on devine les frontières, là, mais ça serait bon d'avoir une délimitation très précise de qu'est-ce que ça couvre. Alors, peut-être qu'on peut revenir un peu plus tard. Attendez, je pense que oui, Pour la Vanessa va délimitation des types de milieux, en fait, il faut savoir que les types de milieux sont identifiés à la grille de spécification du règlement de zonage. Donc, ce qu'on voit à l'écran, ça correspond à des limites de zone. Donc, parfois, ça peut comprendre là, d'autres parties du territoire, là. Mais on comprend que quand même, si c'est dans cette zone, ça pourrait s'appliquer, cette norme-là, ça pourrait être enlevé, c'est ça? Bien, ce qu'on voyait à la carte, ce qui est important de comprendre, c'est que les axes structurants, c'est vraiment le long des parcours métrobus. Donc, on est vraiment sur boulevard Laurier et tout. Si on regarde la carte qu'on avait, là, le chemin Saint-Louis, où sont donc toutes les côtes de Sillery, sont entre le chemin Saint-Louis, qui est l'espèce de ligne un peu plus foncée grise qui est sinueuse. Bon, la ligne qui est un peu plus grise, sinueuse, ça c'est notre chemin Saint-Louis, tout le monde le reconnaît. Donc, lui, il n'est pas dans ni un axe structurant, ni la zone urbaine dense. On voit plusieurs des côtes là, qui sont tout là jusqu'aux autoroutes qui mènent vers les ponts. Donc, la majorité des côtes ne sont pas concernées. Il y a l'urbain dense, par contre, sur une petite partie de la côte de Sillery qui est concernée. Bien, c'est ça, je pense que parler de la partie rouge là qu'on voit.
Mais Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est un secteur Ancien. où les rues sont extrêmement étroites. Donc, je pense que c'est dans les critères d'établissement pour les normes urbain dense. Vanessa l'a nommé tantôt, mais il y a la caractéristique du bâti, du réseau routier aussi, le fait que ce soit des rues étroites, un bâti plus ancien, ben, ça l'a caractérisé comme étant du urbain dense. C'est pour ça aussi qu'on retrouve, par exemple, dans Beauport, un secteur urbain dense près au pied des chutes Montmorency, puis aux abords de la rue Racine. C'est des secteurs qui ont des particularités pour lesquelles la norme minimale de stationnement appliquée était déjà à 0,5 cases par logement. Parce que c'est souvent du bâti de petits gabarits dans ces secteurs-là, puis pour lesquels on ne voulait pas exiger nécessairement beaucoup d'espace de stationnement du 1 pour 1, comme c'est le cas dans d'autres milieux. Parfait, merci beaucoup. Oui, Nathalie? La cartographie aussi est assez grossière, là. Faut vraiment regarder, Vanessa le dit, vraiment votre grille de spécification. Il peut y avoir des zones, malgré que vous êtes dans une tache rouge, ça se peut que dans votre zone, vous ne soyez pas aussi urbain dense. Là, je vérifiais quelques grilles là, pendant qu'on parlait, puis il y a des grilles qui sont dans la tache rouge, mais que dans la grille de spécification, ça peut être du type général qui a été mis en cause de ces particularités locales-là. Parfait, merci beaucoup. Alors, on peut continuer avec une question, puis après revenir à M. McKay. Question en ligne, Christina? Oui, oui. OK, parfait. Donc, je vais lire aussi une question de Daniel Goulet. On a d'autres questions de Marianne Charbonneau, mais je reviendrai après pour donner la chance aux personnes qui n'ont pas déjà pris la parole. Donc, Daniel Goulet qui nous dit: j'habite sur le plateau centre de Sainte-Foy et depuis déjà quelques années, nous voyons apparaître des projets immobiliers soutenus par des promoteurs qui demandent des modifications réglementaires pour augmenter le nombre d'étages ou le nombre d'appartements, avec pour conséquence des édifices avec des gabarits en rupture totale avec l'environnement bâti. En diminuant ou en éliminant les normes minimales de stationnement, cela permettra-t-il aux promoteurs d'utiliser l'espace pour ajouter d'autres logements? Ne pourrait-on pas profiter de cette modification réglementaire pour augmenter le pourcentage minimal de zones vertes? Donc, la question concerne, est-ce que le fait de changer les normes minimales de stationnement, est-ce que ça a de l'impact sur les gabarits des bâtiments qui seront permis ensuite? Le règlement, il faut comprendre que le règlement ce soir vise à modifier ce qu'on appelle le règlement cadre. Tout ce qui est aire verte, marge, hauteur de bâtiment, marge latérale, avant, arrière, peu importe, ça relève des grilles de spécification qui relèvent, eux, du conseil d'arrondissement ou des conseils d'arrondissement de chaque arrondissement. Donc, c'est vraiment pas le même, on n'est pas au même niveau réglementaire actuellement. Donc, dans le cadre de cette réglementation-là, elle ne vient pas changer les grilles de spécification qui sont applicables dans chaque zone de la ville. C'est vraiment on est sur deux niveaux réglementaires différents. Puis tout ce que vous demandez, là, c'est vraiment dans la grille de spécification et c'est dans le cadre d'un règlement d'arrondissement que ça peut se faire. OK, Merci. puis concernant... Au fond, la question, c'est à quoi ça va servir cet espace-là? C'est ça que je comprends. Est-ce que c'est pour diminuer le gabarit, pour augmenter l'aire verte? On disait tout à l'heure, donc c'est des préoccupations pour savoir à quoi ça va servir, mais ça, c'est difficile de contrôler, c'est ça? À la grille de spécification, il y a des aires vertes de prévues, il y a des marges qui sont prévues dans certains cas, donc ça ne change pas. Ils vont être encore là que la norme minimale de stationnement soit retirée ou pas. Ces normes-là vont continuer à s'appliquer. Les hauteurs, ça ne fait pas augmenter la hauteur des bâtiments non plus si le maximum est à 10 étages, je dis n'importe quoi, là. Mais si le maximum est à 10 étages, bien, ça va demeurer à 10 étages, même si la norme de stationnement est retirée. Pour augmenter le nombre d'étages ou augmenter le nombre de logements, ça prend une modification réglementaire si la grille ne le permet pas, par une modification au règlement d'arrondissement, une modification à la grille de spécification. Et là, dans ce cadre-là, il y a des consultations qui sont faites lorsqu'on modifie un règlement d'arrondissement. Merci beaucoup.
Alors, on revient à vous, M. McKay, pour un deuxième volet de questions. Oui? Oui, merci. Alors, donc, Paul Mackey, je donne mon nom encore. Bon, je vais revenir sur la carte, là, parce qu'il y a des bizarreries un peu. On voit qu'il y a quand vous avez fait le zoom tantôt, qu'il y avait une zone urbain dense le long de l'autoroute Félix-Leclerc. Alors, dans la présentation qu'on a faite, on dit on veut favoriser, c'est ça, le transport actif. Et puis, mais là, je me dis, est-ce que cette désignation-là de carte est vraiment en lien avec l'objet du règlement, là, ou c'est juste, bon, on a pris une carte qui existait déjà, puis on s'est dit, bon, tant qu'à en avoir une, on va prendre celle-là. Parce que, entre autres, si on regarde, c'est bizarre un peu, là, mais en se dirigeant vers Charlebourg, c'est ça, là, on est dans l'axe structurant A, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on tombe dans l'axe structurant B avant de revenir dans l'axe structurant A. Pourtant, c'est le même Métrobus 801, là, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a des distinctions? En tout cas, il y a besoin d'explications supplémentaires. Merci. Parfait, on va expliquer. Est-ce qu'on peut apporter des explications sur comment ça a été produit, la carte? Bien, c'est sûr qu'à la base, comme on le disait, c'est une cartographie qui date quand même de plusieurs années. Là. Ça a été établi au tout début là, sur le 2005-2007. J'étais pas là, mais moi, j'étais là. Je suis assez vieille pour ça. C'est ça, les cartes datent... La carte initiale date de 2007-2008 pour une entrée en vigueur du règlement de 2009, du règlement cadre. Elle se transforme tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que la ville se transforme. Notre règlement est vieux, il date, il est périmé, il n'est plus à jour. Et avec le PUM, le plan d'urbanisme et de mobilité, le plan d'urbanisme et de mobilité que Mme Guillemard parlait tout à l'heure, on va rattraper les retards qu'on a sur le développement de la ville. Mais je dirais qu'il faudrait revoir, pour l'application de ce règlement-là, la carte pour qu'elle corresponde avec les objectifs de la ville. Alors, mais ça, c'est une modification qu'on doit faire dans les grilles de spécification. S'il y a un besoin, après que le règlement soit en vigueur, s'il y a un besoin d'ajuster les grilles de spécification, là, c'est dans ce second temps-là qu'on va le faire, puis c'est dans les règlements d'arrondissement qu'on peut le faire. Mais il faut attendre que ce soit en vigueur avant de pouvoir travailler ailleurs. Est-ce que en terminant, oui, peut-être. Oui. Non, j'ai un autre sujet. Sur un autre sujet? Oui, c'est ça. Je demanderais peut-être aux professionnels de la ville, quel est le coût, c'est ça, de construction d'un stationnement souterrain, là? Monsieur Lachance a parlé de 60 000. Moi, je pense que c'est sous-estimé. Moi, je pense que c'est encore plus cher que ça. Mais disons que je laisse les employés de la ville pourraient nous le dire. Oui, 2 petites secondes. Puis en attendant, est-ce qu'il y en avait d'autres personnes dans la salle qui souhaitaient poser des questions? Sinon, on va retourner en ligne. OK, on a monsieur, 2 personnes. Parfait. On n'avait pas le détail? Okay. J'ai les chiffres si jamais on les cherche. Parce que là, il y a une inflation des coûts de construction en plus. Parfait. Donc, Mme Cournoyer, elle a les... OK, parfait, je les ai ici. Pour l'estimation des coûts pour une case de stationnement souterrain, on parlait d'à peu près 65 500. Pour un coût de construction en surface, on était autour de 27 000 $ et pour en étagé, on était autour de 50 000 $. J'avais des vieux coûts. Mais en fait, c'est pas nécessairement des vieux coûts, c'est que c'est beaucoup dépendant de différentes contraintes techniques, de la nature du sol, de la profondeur de la nappe phréatique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer le coût de construction, là, notamment en souterrain. Puis la Ville a introduit l'obligation de fournir des cases de stationnement souterraines en quelle année? Dans quelle zone et pour quel type d'habitation? Parce qu'un des objectifs de la Ville, c'est de dire qu'on veut réduire le coût de construction des logements puis de réduire les loyers, supposément. Disons, cette exigence de la Ville de cases souterraines, c'est ça, a favorisé un certain type de construction, parce qu'on ne construit pas un stationnement souterrain pour 2 cases, c'est ça, là. Donc, on favorise des gros bâtiments, c'est ça, qui vont avoir plusieurs cases de stationnement, là. Alors, j'aimerais ça savoir en quelle année la Ville a introduit l'obligation, c'est ça, pour quel type de bâtiment, puis dans quelle zone.
En quelle année? Ben, ça dépend beaucoup des secteurs. C'est sûr que au niveau de la cité Limoilou, les cases souterraines, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont exigés que Val-Bélair, mettons, ou des secteurs moins denses. C'est sûr, on le voit partout, les stationnements souterrains prennent de l'ampleur. On peut pas vous nommer les zones parce qu'il y en a trop. Il y a à peu près 4000 zones sinon plus. Je pense que c'est plus que ça, là. Il y a une dizaine, à peu près 10 000 zones dans la ville. Fait, je ne peux pas vous dire chaque zone dans laquelle le souterrain est exigé. Je vous dirais que c'est majoritairement dans les zones plus denses, mais dans des secteurs généraux comme l'arrondissement des Rivières, il y a plusieurs zones où le souterrain est exigé également. Donc, cité Limoilou, à partir de quelles années? C'est ça? Parce que c'est un élément de coût extrêmement important, c'est ça, pour les loyers, là. Puis c'est une décision de la Ville d'imposer le stationnement souterrain. Alors, je me dis, c'était comme peut-être une bonne idée, c'est ça, mais il y a des répercussions, c'est ça, qui n'ont pas été prises en compte, c'est ça, sur l'augmentation des loyers. Donc, en terminant, M. Oui, parfait, merci. Puis on me précise que, en fait, on avait dit que le rouge, c'est le long de Félix Leclerc, mais c'est le long de Charest, c'est ça? Effectivement. C'est ça, donc c'est le long de Charest, donc dans la partie plus dense, effectivement. Donc j'avais deux mains levées, oui, bonsoir. M. Ouellet. Bonsoir, Walter Ouellet. Bonsoir. Je demeure dans le quartier Saint-Denis, dans un domaine où, entre autres, le bâti est très faible, de niveau c'est des 1 et 2 étages. Si on regarde la ville, en termes d'orientation à laquelle je suis entièrement d'accord, de diminuer le nombre d'automobiles, donc diminuer le nombre de stationnements. La problématique qu'on voit dans notre secteur, c'est que lorsqu'il se construit, parce qu'on a vécu à peu près en moyenne, c'est un édifice par année de 10 à 12 étages depuis les 10 dernières années, sur le long de la route de l'Église. Maintenant, il se construit à l'intérieur du quartier résidentiel des édifices en hauteur, à lesquels référait tantôt M. Filiatro. Il va se construire effectivement un édifice de 8 étages dans un endroit où il était prévu du 6. Donc, il y a une densité accrue. On n'est pas nécessairement contre ça. La problématique, par exemple, c'est à partir du moment où on donne moins de stationnement, donc les personnes qui vont aller, soit les résidents ou les visiteurs ou quiconque, doit se rendre à cette résidence-là ou demeurer à cette résidence-là, et il va utiliser de plus en plus la rue. Il l'utilisera peut-être pas, comme vous dites tantôt, il n'y aura pas des vignettes, mais il va se servir quand même parce qu'il y a 2 heures de stationnement permis sur un côté de rue. Donc, on va se retrouver avec beaucoup d'autos dans nos rues résidentielles. Et un des objectifs, je trouve ça bizarre, mais on apprend à tout âge, qu'il existait un fonds pour le stationnement. Moi, je croirais bien plus qu'il devait exister un fonds pour les trottoirs. Moi, je me dis, pourquoi la Ville, il y en a peut-être un, je ne le sais pas, mais ça serait intéressant de dire aux promoteurs, mais là, vous enlevez la norme, ça va être difficile à appliquer. Vous voulez moins de cas de stationnement. En contrepartie, on va construire des trottoirs parce qu'il faut que les gens marchent. Parce que là, actuellement, la problématique, si les rues sont remplies de véhicules, pour des personnes qui ont de jeunes enfants, des poussettes, même des personnes qui ont une mobilité très, très active et les personnes plus âgées, vous êtes obligés de marcher dans la rue au travers des véhicules qui vont se stationner, se déstationner. Donc, ma question est de savoir, est-ce que la Ville envisage la possibilité de dire, parce qu'on se fait dire ça souvent, nous, on demande depuis des années d'ajout de trottoirs, la densité augmente, les trottoirs, ça semble être très difficile à obtenir, et je me dis donc, il devrait exister un fonds à lequel participent les promoteurs. Surtout, on leur dit, on va diminuer vos coûts. Oui, pour diminuer le coût de location des logements ou l'achat de logements, mais aussi, on devrait aussi permettre aux citoyens de pouvoir se déplacer, ceux qui habitent dans ces nouveaux locaux-là et ceux qui habitent déjà dans le secteur. Moi, je pense qu'il devrait exister donc un fonds pour le trottoir, l'ajout de trottoirs dans nos secteurs. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellet. Alors, attendez, M. McKay, s'il vous plaît. Il y a un autre monsieur qui a levé la main. Merci. Puis après, on a une autre main levée en ligne, puis 2, 3 autres questions. Oui. Bonjour, Jean-Yves Réby, donc j'habite le quartier Limoilou, Les Raies. J'avais une première remarque préliminaire. Je pense que pour des personnes qui ne sont pas nécessairement des professionnels, soit architectes, urbanistes, etc., c'est peut-être un petit peu compliqué de percevoir nécessairement comment ce règlement-là vient influencer, comme d'autres personnes l'ont dit avant, l'effet un petit peu de levier ou comme de
de fader, si on augmente telle chose, ça diminue telle chose. Comment est-ce que ce règlement-là s'articule par rapport à tous les autres règlements sur le verdissement, les marges, les hauteurs, les largeurs et tout ce qui s'ensuit, ou les stationnements souterrains, alors qu'en fait, comme on l'a beaucoup souligné, c'est des choses qui sont très interreliées du point de vue d'un promoteur qui va tout simplement se dire « Ah ben, si j'ai l'opportunité de ne pas faire ceci, je vais en profiter pour faire cela », et ainsi de suite. Donc ça, c'est une remarque très générique que je désirais faire. Je me suis noté 5 points, je vais essayer de les passer très rapidement. On a parlé tantôt de milieu inclusif. Il faut savoir qu'il y a quand même des personnes à mobilité réduite qui ont besoin, j'insiste sur le mot besoin d'un véhicule pour pouvoir se déplacer, j'oserais presque dire exister en société. Donc ces personnes-là, si elles ont un véhicule et si elles ont un logement accessible, je pense que c'est clair que ça leur prend aussi un stationnement accessible, qu'il soit souterrain ou extérieur. Donc, je me posais la question, est-ce qu'en retirant comme ça une obligation de stationnement, est-ce que ça vient quasiment à diminuer l'opportunité que les promoteurs soient incités à construire des logements qui seront accessibles pour des personnes à mobilité réduite, incluant la possibilité pour ces personnes de stationner adéquatement leur véhicule adapté? Je me suis aussi noté stationnement au sauvage alentour. C'est sûr que si on retire l'obligation d'avoir des stationnements extérieurs sur un nouveau développement, oui, la solution numéro 1, ça va être que les gens qui veulent quand même avoir une voiture, en dépit qu'ils se sont achetés quelque chose ou qu'ils louent quelque chose à un endroit où il n'y a pas de stationnement inclus, vont stationner dans la rue. Mais s'il n'y a plus de place dans la rue, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des quartiers où le moindre terrain vague, le moindre jardin, le moindre parc, et que ça va être une bataille constante parce qu'il va tout le temps y avoir du monde mal parqué n'importe où, y compris dans les gazons ou y compris dans d'autres endroits pas du tout désignés pour cela? Je pense que quelqu'un tantôt a mentionné communauto ou les autopartages de façon générale, et je pense que justement ça pourrait être l'occasion, si on supprime cette obligation d'un nombre de cases de stationnement, est-ce qu'on pourrait la conserver dans une certaine mesure pour favoriser justement que des promoteurs fournissent peut-être un certain nombre de cases de stationnement communauto ou autres autopartages par temps de logement? Je pense que dans Saint-Jean-Baptiste, anciennement, il y a déjà eu des cas où des cases de stationnement comme ça ont été conservées expressément pour communauto. Je crois que c'est le cas dans le projet à côté de la caserne de pompiers, dont j'ai oublié le nom. Le tandem. Le tandem, oui. Corrigez-moi si je me trompe. Et au sujet des espaces verts, ça c'est un petit peu quelque chose qui m'intrigue parce que je me dis, en tant que promoteur, si je n'ai plus l'obligation de créer mon bloc de, mettons, je vais dire, 16 logements au milieu d'une mer de stationnement, ben, qu'est-ce qui m'empêche de dire, ah ben je vais faire un bloc de 32 logements à côté de tout bord, tout côté, avec pas de stationnement du tout? Alors que justement, le but, ça devrait être de, non, tu fais ton bloc de la même grosseur qui était prévu, le tes stationnements, tu vas nous faire des espaces verts. Donc c'est là, je reviens un petit peu à mon point initial, dans quelle mesure est-ce que cette réglementation-là, cette proposition de réglementation-là est bien arrimée avec des réglementations sur les espaces verts, sur les minimums d'espaces verts? Et je sais qu'actuellement, je me suis déjà fait répondre par la ville que les règlements sur les espaces verts, ils n'existent pas vraiment. Par exemple, je prends un exemple très précis, Monsieur Lachance, je travaille dans le Vieux-Port, on avait pas l'ancien Diamant, mais l'ancienne caserne de Robert Lepage, qui est maintenant en travaux pour faire le théâtre des Gros Becs. Il y avait un malheureux petit bosquet d'érable à côté de ça. Ça a été rasé pour l'agrandissement du théâtre. Merveilleux, je suis content que le théâtre puisse s'agrandir. Mais il n'y avait rien du tout dans la réglementation municipale qui obligeait à protéger ce bosquet ou à le remplacer par quelque chose d'équivalent. Et la personne qui m'a répondu à la ville m'a dit on ne peut pas faire appliquer une réglementation qui n'existe pas encore. Donc là, j'ai un petit peu l'impression qu'on est dans la même dynamique où on commence par dire aux gens nous allons vous retirer l'obligation de faire du stationnement, mais on ne compense pas dès maintenant par une obligation de créer de l'espace vert en quantité suffisante. Et donc, je parle un peu des deux côtés de la bouche, parce que je me mets dans la peau d'un promoteur qui pourrait se dire je vais exploiter toutes les possibilités de faire le plus gros bâtiment possible en ne créant aucun espace vert. Donc c'est un petit peu un questionnement que j'ai.
Est-ce que vous avez fini les questions? Oui, j'ai C'est ça, fini. Non, c'est parce que j'avais noté, vous avez dit 5, puis je pense que j'avais noté plus 4, là, mais... Oui, ben le cinquième, je viens de le regarder, puis je me dis que dans le fond, il est moins pertinent. Bon. Parfait. Alors, est-ce que, oui, M. Lachance? Peut-être des éléments de réponse. C'est effectivement, le verdissement est un point important et je suis content que vous le soulevez. Dans plusieurs secteurs centraux, on a des normes minimales de verdissement qui doivent être aménagées sur les lots qui doivent être développés. Ces normes-là changent, je dirais, en fond, on vient de refaire un peu l'analyse pour le quartier Saint-Roch. Je représente Saint-Roch-Saint-Sauveur, donc je vais parler des quartiers que je connais peut-être le plus. On vient de finir une démarche de consultation publique avec des citoyens pour réviser les 60 zones qu'on a dans le quartier Saint-Roch pour justement obliger l'augmentation des normes minimales de verdissement pour les nouveaux projets. Donc, le travail est en cours. Il prend du temps, effectivement, à se faire à la grandeur, mais il est en cours. On a fait Saint-Sauveur il y a environ 3 ans et on est à Saint-Roch. Limoilou a été fait et on continue comme ça à venir faire. Et on le fait avec la norme minimale de verdissement, donc 5, 10, 20. On augmente ces normes-là et on le fait aussi au niveau des normes de marge arrière. Donc, comment on vient s'assurer que les bâtiments dégagent la marge arrière pour permettre le verdissement. C'est sûr que le verdissement, on n'oblige pas la plantation de type d'arbres spécifiques et tout. C'est vraiment de l'air verte qui est travaillé. Ce qu'on peut constater dans ce qui est existant, c'est quand on enlève un espace de stationnement, puis je vais me faire un pont avec la question de M. Maquet tantôt qui dit « Ah, on a peut-être fait une erreur dans le passé d'obliger le stationnement souterrain pour les cases, ça a augmenté énormément les coûts. » Oui, ça a augmenté les coûts, mais en même temps, si on avait développé du stationnement de surface comme il s'est fait dans les années 60-70, on aurait une occupation du territoire qui serait beaucoup moins efficace étant donné qu'on serait pris avec des grandes mares de béton encore plus que ce qui est existant actuellement et pour lequel, justement, on veut lutter. Donc, on veut s'assurer que l'aménagement des lots, pour répondre à la question de monsieur, l'aménagement des lots se fait de la meilleure façon possible. Le stationnement représente des contraintes, en tout cas, les normes minimales de stationnement représentent des contraintes à cet effet-là. Et en enlevant ces contraintes-là, ça ouvre des nouvelles possibilités pour les promoteurs. Est-ce qu'ils vont prendre ces possibilités-là pour faire plus de logements? Est-ce qu'ils vont le prendre pour faire plus de verdissement? Est-ce qu'ils vont le prendre pour mettre une piscine accessible pour leurs locataires? Point d'interrogation à cette étape-ci, mais le but, c'est justement de tasser le stationnement de l'équation pour favoriser d'autres usages. On veut aussi, puis j'ai bien aimé votre intervention sur les personnes en situation de handicap. Puis on tient à le rappeler, là, dans notre réglementation qu'on vient de présenter aujourd'hui, notre but, c'est pas d'enlever le stationnement, c'est d'ôter le minimum. Donc, les gens qui ont des clientèles, veulent développer des projets pour des clientèles en situation de handicap, ont toujours tout le loisir à développer les cases associées. Et pour le stationnement avec des cases d'autopartage, je ne veux pas scooper le travail que Pauline fait, mais je peux vous dire que ça fait partie de la réflexion qu'on veut travailler dans le futur pour justement être conséquent dans cette approche-là et éviter, comme vous le soulignez, la crainte, le dumping, appelons-le comme ça, le dumping des autos dans les rues. Ça fait partie de la réflexion, mais comme je vous dis, les projets qui se réfléchissent, on a le temps de rentrer notre politique de stationnement pour venir bien cadrer à cet effet. Je compléterais peut-être en disant que c'est dommage qu'on n'ait pas de collègues ce soir qui travaillent sur la vision de l'habitation, mais c'est dans cette vision de l'habitation-là qu'on poursuit l'objectif de créer des milieux de vie inclusifs et des milieux de vie durables qui sont décrits de quelle manière on souhaite l'atteindre. Il y a plusieurs négociations, discussions, on a plusieurs outils aussi avec les promoteurs pour venir encourager des bonifications au cadre bâti. On parle par exemple de performance énergétique des bâtiments, de verdissement aussi, des sites de gestion écologique des eaux pluviales et j'en passe. Là. Il y a un projet là, qui s'appelle Développer autrement sur lequel nos collègues justement travaillent, là, qui vient travailler avec les promoteurs pour susciter l'innovation dans le cadre bâti. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait rajouter? Non?
Parfait. On continue. Donc, on a encore une main levée de questions en ligne. Puis moi, j'avais une question également transmise par courriel. Donc, Marie, on va aller en ligne. Oui, parfait. Donc, il y avait la main levée de Frédéric Paul. Donc, je vous ai donné l'autorisation de parler. On vous entend. Allez-y. OK. Bonsoir, Frédéric Paul, le résident de Saint-Yves. J'ai une remarque puis une question. Dans ma remarque, c'est que dans la zone dense rouge, ça induit beaucoup le lecteur en erreur, le lecteur présent et le lecteur futur, sur 3 rues résidentielles qui sont zonées unifamiliales ou de duplex. Et qui sont limitrophes, proches du boulevard Laurier, et sont inclus dans cette dynamique. Et notre demande, le comité de valorisation Saint-Yves, serait de retirer ces 3 rues-là de la zone rouge pour refléter la réglementation actuelle. Donc, c'est la rue Colonel-Mathieu, Nels et Triquet. Pour mieux refléter, pour ne pas induire le lecteur en erreur. Pour ma question, c'est que d'emblée, vous avez mentionné que tout nouveau bâtiment n'aurait aucun droit à une vignette. Dans les documents présentés, puis c'était quand même un point principal que vous avez mentionné dès le départ, dans le document PowerPoint, où est-ce écrit, et aussi dans le règlement de la ville, là, je l'ai peut-être lu trop rapidement. Je voudrais savoir c'est où que c'est écrit cette affirmation-là. Je peux le répondre pour ça. Dans le fond, ce n'est pas ce que M. Lachance a mentionné tantôt. C'est l'automne dernier, le conseil municipal a adopté un article réglementaire qui permet d'exclure un bâtiment de sa zone de vignette en regard à plusieurs critères d'analyse. Le travail du service de transport de la mobilité intelligente, quand on reçoit une demande de permis de construction, c'est d'analyser la situation puis de regarder si justement on est dans une situation critique pour laquelle il faut préserver une forme d'équilibre dans l'offre et la demande sur le stationnement sur rue dans le secteur. Parmi les critères, c'est le gabarit du bâtiment, le taux d'occupation actuel sur le stationnement sur rue, le nombre de vignettes vendues vis-à-vis le nombre de places, etc. Donc, ce n'est pas systématique qu'un projet va être exclu de sa zone de vignette. La demande du comité de valorisation Saint-Yves demande, puis le fait dans le passé, c'est de ne pas avoir de vignette pour les gros bâtiments, les multirésidentiels, et que les coûts de construction de ces espaces de stationnement-là soient assumés par les promoteurs et non par les résidents autour de ces zones-là. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on continue avec 2 autres questions. Marie, en ligne? Oui, parfait. Donc, ensuite, on avait donc question ou commentaire de Monsieur ou Madame Dorion qui nous dit, en regardant la carte dans Beauport, donc vers la chute Montmorency, il y a beaucoup de côtes pour accéder aux autobus et pourtant, on voit que tout ce secteur est dans l'axe A, ce qui ne serait pas pertinent d'enlever du stationnement. Également, pour Montmorency, zone urbaine dense, il n'y a pas de transport en commun fonctionnel. Donc, il faudrait là aussi y laisser le stationnement minimum. Donc, c'est peut-être la partie rouge qu'on voit là, tout en haut de la carte à droite là, vers l'est. Donc, je comprends que c'est le secteur du quartier Montmorency. Donc là, on a un commentaire d'une personne qui est préoccupée qu'on abaisse les normes de stationnement, de ce que je comprends. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, ben en fait, je vais poser les questions de Marianne Charbonneau et je crois que certaines ont peut-être déjà été répondues, mais à tout hasard, donc elle nous demandait s'il y aura un pourcentage d'air verte qui sera augmenté pour les lots où on va retirer les normes minimales de stationnement. Et également, est-ce qu'il y aura l'obligation d'avoir des logements abordables dans ces nouvelles constructions sans stationnement?
Et enfin, est-ce que le règlement de la CUCQ, donc la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, pour préserver les alignements en arrière-cour de 20 versus voisins, sera toujours appliqué, notamment dans Limoilou, pour préserver la qualité des ruelles et de leur ensoleillement? Parfait, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des éléments de réponse concernant bon, le pourcentage d'air verte, c'est plus une suggestion parce qu'on on l'a dit que malheureusement, c'était C'est pas pas- le sujet. Peut-être revenir, puis l'information est partielle. Je veux pas. On va valider là, pour Colonel Mathieu, Triquet et tout, mais on a validé certains éléments sur la carte interactive, puis on semble être dans le milieu général là, pour ces rues-là. Donc, peut-être rassurer le citoyen. Là, peut-être la coloration n'est pas parfaite sur la carte, là, mais on est en train de faire des petites validations sur la carte interactive, puis on tombe dans un milieu général à proprement dit. Peut-être faire la vérification aussi pour la partie dans Chute Montmorency, sur le compte. Se considérant que c'est un secteur ancien, là, comme on parlait tout à l'heure, avec la typologie du bâti, c'est probablement en urbain dense. Parfait. Alors, moi, j'avais reçu, comme je vous avais annoncé, puis la CECQ va continuer à s'appliquer. Parfait. Donc, j'avais reçu, moi, un courriel de M. Jean-Paul Lucia Berdou sur la rue des Seigneurs qui disait ne pas pouvoir être présent. Donc, vous prétextez que la présence de transports en commun proche permet de réduire le nombre de stationnements exigés pour les immeubles à construire, les nouveaux occupants ayant moins de besoin de voitures. En fait, vous permettez à réduire les coûts de construction des immeubles sans que le promoteur ne réduise les prix de vente. Donc, allez-vous leur imposer une contrainte sur le prix de vente? Parce que selon lui, la réglementation actuelle permet de réduire les coûts, mais qu'est-ce qui nous garantit que le prix des logements va diminuer? Puis, en fait, le prix de stationnement plus rare va augmenter. Et donc, ça, c'est une première question. Puis une deuxième, c'est ça. On commence par Oui, répondre à la parfait, première. parfait. Pauline l'a mentionné tout à l'heure, puis je vais réitérer le fait que les promoteurs, on voit qu'actuellement, même avec une réglementation sur les normes minimales, construisent plus de cases même qu'est-ce qu'ils ont l'exigence de faire. Donc, il y a possibilité, effectivement, que lorsqu'on retirera les normes, les exigences, il y aura moins de cases qui seront construites, mais on ne croit pas qu'on aura que des projets à 0 case, puisque le promoteur ou le constructeur va souhaiter continuer à louer son logement ou vendre ses unités. Donc, on fait le pari que le marché là, va se réguler. Puis, le meilleur exemple, c'était l'exemple de madame, je crois qu'il est parti, c'est pour le cégep de Sainte-Foy. C'est sûr qu'en fonction de la clientèle qui est visée et la taille des logements, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un même nombre de logements, de cases de stationnement, pardon, pour un 1,5 qu'un 5,5, par exemple, les promoteurs là, vont s'ajuster en fonction vraiment de leur projet. Là. Merci. Puis il y avait une deuxième volet de la question. La conséquence globale sera en fait que plus de voitures iront stationner dans les rues, ça a été déjà mentionné, donc dans les rues résidentielles avoisinantes, comme la mienne, où il n'y a pas de trottoir. Et ça revient avec la préoccupation déjà exprimée. Cela fait maintenant plusieurs années que je réclame une politique, surtout des actions pour l'implantation de trottoirs à Sainte-Foy. Cette ville de banlieue a été conçue à l'époque de la voiture individuelle, reine, mais notre époque est celle du piéton discriminé. La ville devrait se fixer un objectif d'introduire au moins autant de kilomètres de trottoirs dans les quartiers où ils sont absents qu'elle introduit de kilomètres de pistes cyclables. Voilà, donc c'était le commentaire de M. Luisa Berdou. Alors, on peut revenir à vous, M. McKay. Merci bien. Pour une dernière question, oui. Alors, j'aimerais quand même renchérir sur un commentaire qui a été fait il y a déjà longtemps sur le fait que ça serait bon d'avoir des normes minimales de cases de stationnement de vélo. C'est ça pour les immeubles. Je pense que ça serait une bonne idée. Quand on écoute le discours que vous avez donné jusqu'à maintenant, on s'étonne, c'est ça, que vous maintenez, c'est ça, que le nombre maximal de cases pour les 4 logements et plus, c'est 2 cases par logement. Il me semble qu'avec ce que vous avez mentionné, on aurait dû décider de mettre un nombre maximal plus bas. C'est ça, prendre l'occasion, c'est ça, pour abaisser ça. Peut-être un maximum 1 case par logement. Je ne comprends pas la logique un peu, c'est ça, de garder, c'est ça, un maximum permis de 2 cases par logement.
Ça va à l'encontre de tout ce que vous avez dit ce soir. Donc, en plus d'éliminer le minimum, vous souhaiterez plafonner le maximum de cases permis, c'est ça? Ben, plafonner le maximum à un chiffre beaucoup inférieur à 2. C'est Mhm. ça, là. J'ai aussi d'autres. Pourquoi la Ville fait une distinction entre les bâtiments de moins de 4 logements et les bâtiments de 4 logements et plus? Pourquoi fixer la limite à cet endroit? Parce que si on pense à un logement de 4... Un bâtiment de 4 logements? 4 logements, c'est ça. Si veut fournir des cases de stationnement, ce sera des cases de stationnement souterrain. Faire un petit stationnement souterrain, c'est extrêmement coûteux. C'est ça, là. Alors, je me dis... pour des petits bâtiments, pourquoi c'est impossible là, de faire pour du 4 logements. C'est pas possible de faire du souterrain. De un, absolument, les terrains ne sont pas suffisamment assez grands pour permettre une rampe de descente. Ouais. Le bâtiment, le construit, parce que habituellement, les stationnements sont dans le même empattement que le bâtiment, ne permettent pas d'avoir des allées de circulation et des cases de stationnement. Donc, en bas de 16 logements, on ne voit pas ça du souterrain, là. Est-ce que la réglementation de la Ville permet du stationnement en surface quand c'est des 16 logements et moins? À règle générale, oui, parce que le souterrain n'est pas possible. Comme je vous dis, les bâtiments ne sont pas suffisamment gros pour permettre, ou les terrains ne sont pas suffisamment grands pour permettre le souterrain. Un souterrain, il faut comprendre qu'il y a une rampe d'accès pour se rendre au souterrain. Ça prend quand même des bâtiments d'un bon volume et le coût de revient aussi est beaucoup... Plus il y a de logements, moins le coût de revient est cher. Là. Il y a un équilibre qui se fait à un moment avec un nombre de logements pour que ça soit rentable aussi, là, que ça ne devienne pas trop cher pour le logement. En tout cas, je vais faire des commentaires un peu, là, mais je pense, c'est ça, que vous auriez avantage à garder une norme minimale comme une demi-case par logement, pour s'assurer que, parce qu'il y a un gain financier important pour un promoteur qui fournit moins de cases de stationnement. Vous avez dit que la situation du stationnement à Québec actuellement, disons que les gens fournissent plus que ce que la Ville demande. Donc, je pense qu'il faudrait exiger un minimum et avoir un maximum qui est quand même limité, là. Si on veut vraiment essayer d'éviter les problèmes, je pense que ce serait quand même une bonne façon de procéder. Merci, M. Moquet. Merci. Avez-vous terminé? Je regarde. Parce que j'ai 2 autres questions je peux en revenir, ligne. Mais ça serait pour une dernière, donc essayez de vérifier là, si vous... Parfait. Donc, oui, Marie, on revient en ligne pour un commentaire, une question. Oui, alors je voulais juste revenir parce qu'il y avait quand même il y avait des préoccupations par rapport à des projets qui sont en cours en ce moment, qui ont été présentés aux citoyens, donc par la Ville ou par des promoteurs, avec des cases de stationnement. Donc, on avait M. Tessier là, qui s'inquiétait notamment là, du projet qui est en développement là, ou en analyse là, concernant le 955 Grande Allée. Donc, simplement vous dire là, qu'on a répondu par écrit à M. Tessier. Donc, de ce qu'on comprend, là, en fait, le changement des normes de stationnement ne veut pas dire qu'un promoteur ne va pas quand même offrir des cases de stationnement dans son projet. Et c'est le cas pour le projet du 955 Grande Allée qui offre des cases au-delà même du minimum qui était en vigueur par la Ville. Donc, même si on retire les normes minimales, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas quand même en offrir, puisqu'il en offrait déjà au-delà des normes. Donc, c'est la compréhension. Donc, peut-être les urbanistes présents, vous pouvez peut-être valider là, cette compréhension-là pour qu'on s'assure qu'on a donné la bonne réponse à M. Tessier. Puis, de toute façon, dans le cadre de ce projet-là, il y aura d'autres étapes de consultation. Donc, vous pourrez à nouveau vous faire entendre, puisqu'on était vraiment en présentation en amont au mois de mars. Par la suite, il y aura une autre consultation quand on fera les modifications réglementaires. Oui, c'est bien ça, Marie. Puis, l'abolition des normes minimales de stationnement ne signifie pas que les promoteurs cesseront de construire du stationnement, là. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question, Marie, commentaire?
Oui, puis je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge, donc j'ai essayé de lire l'autre question. Alors, une question de Daniel Goulet qui demande est-ce qu'un promoteur pourrait demander une modification réglementaire qui viserait à permettre aux locataires de son immeuble d'accéder à des vignettes de stationnement? Donc, par exemple, l'arrondissement pourrait autoriser une modification réglementaire qui annulerait d'une certaine manière les effets de la réglementation que vous nous présentez ce soir. Donc, la préoccupation, c'est est-ce qu'on pourrait comme ensuite modifier les normes de vignettes de stationnement? Comment ça se passe? Oui. Je vais être très, 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 très clair. Les vignettes de stationnement sont accessibles à tous les projets, sauf lorsque on a une condition spéciale qui fait qu'on retire. Donc, par défaut, les gens ont accès aux vignettes de stationnement. La norme vient pas, ce qu'on parle ce soir, vient pas changer ces éléments-là. Il y a certains projets pour lesquels les conditions spécifiques de mise en place pour en permettre l'implantation et garder un équilibre, une qualité de vie dans le milieu fait qu'on peut retirer, mais par défaut, un nouveau projet a accès aux vignettes de stationnement dans un secteur. Ça ne change pas, c'est pas ça que j'ai dit, donc je vais être vraiment, vraiment clair. Il semble avoir une mécompréhension, ça fait 2 fois qu'on a des questions à cet effet-là. Les vignettes de stationnement demeurent accessibles, les nouveaux projets peuvent avoir des vignettes de stationnement. Les gens qui ont des vignettes continuent à pouvoir se procurer des vignettes à cet effet-là. On a vraiment, dans des conditions particulières, tantôt Pauline a fait une énumération de plusieurs des critères qui sont considérés, mais à la base, les promoteurs continuent d'avoir accès au système de vignettes. Merci beaucoup. Alors, on a commencé par vous, on va finir avec vous, M. Mackay. Donc, Merci, Paul Mackay. Là, ça va être plus de l'ordre des commentaires. Ça m'inquiète un petit peu le dernier commentaire de M. Lachance, c'est ça, il nous parle de critères, mais ça reste un peu vague, parce que dans l'étude du tramway, la Ville avait prévu une utilisation de 104 des espaces de stationnement dans un secteur de Montcalm, et la Ville disait que il manquait 4 de cases de stationnement. Mais c'est faux, ça, parce que disons que quand le taux d'utilisation des stationnements dépasse 85 c'est ça, c'est que c'est saturé. Puis disons que les gens passent leur temps à circuler pour chercher une case de stationnement. Donc, je me dis, là, ça serait important de savoir c'est quoi les critères. C'est ça, je pense que les citoyens seraient intéressés à connaître dans le détail, c'est ça, qu'est-ce qui se passe. Pour revenir à ce que j'avais mentionné... Que je réponde à votre commentaire tout de suite avant que vous passiez à l'autre élément, comme ça va nous permettre d'être conséquents avec... C'est à Mme Boussica à décider. oui, puis Mme Guillemard aussi voulait compléter. Oui, les critères sont publics. C'est l'article 91.1 du règlement municipal RVQ 2111. Ça serait peut-être bon de le mettre en ligne quelque part, là, avec la consultation ici, là, c'est ça. Okay. Peut-être aussi vous dire, M. Mackay, quand on parle de pourcentage, il faut faire attention. Hein. Ça, on prend en considération qu'il n'y a personne qui est allé voir sa famille à Montréal, il n'y a personne qui est au centre d'achat, il n'y a personne qui est en voyage dans le sud, il n'y a personne... Quand on calcule le pourcentage, c'est très, très rare que tout le monde qui a une vignette est en même temps dans le lieu. Et autre point intéressant, et vous le savez parce que vous êtes un vieux routier de la Ville de Québec, il y a des gens qui se procurent des vignettes de stationnement qui ont quand même accès à des cases privées. Donc là, il y a plusieurs personnes qu'on constate que maintenant, justement, l'utilisation des cases privées se fait, mais les gens se procurent des vignettes. Fait que, probablement qu'ils sont stationnés dans leur case privée, ne sont pas dans la rue à cet effet-là. Donc c'est pour ça que nous, on a une dynamique d'analyse. Le pourcentage de vignettes est seulement un facteur sur lequel on analyse les choses, mais ce n'est pas le seul. C'est vraiment important de faire la distinction. Mais je pense que la Ville fait relever un inventaire de l'utilisation des cases de stationnement pour juger de la possibilité de vignette ou pas. C'est un peu ça, cette mécanique-là, que ça serait bon de peut-être faire mieux connaître aux citoyens. Pour revenir à mon point où j'ai mentionné au début que l'inventaire
des espaces de stationnement sur rue et de leur utilisation n'est pas complété. Ça vient juste à l'automne. Moi, il me semble que ça serait prudent à ce moment-là de ne pas abolir l'exigence de stationnement, mais de garder le minimum d'une demi-case par logement et d'avoir un maximum, éventuellement comme une case par logement comme maximum. C'est ça. Et puis, particulièrement là, parce que dans les secteurs denses et le long des axes où on veut favoriser l'utilisation du transport en commun. Pour ça, donc, il faudrait peut-être modifier la carte ici là, qui concorde pas avec le service de métrobus. C'est ça, ou une bonne desserte de transport en commun. Alors, je vais laisser ça là, comme ça. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. McKay. Oui, allez-y. Je voulais juste dire que cette carte sera mise à jour là, dans le cadre du plan d'urbanisme et de mobilité, première chose. Oui, la seconde chose que je voulais dire aussi, c'est que le règlement va rentrer en vigueur là, cet été. La politique de stationnement, on a parlé dès cet automne. Mais quoi qu'il en soit, là, à partir du moment où le règlement est en vigueur, là, on va monitorer, dans le fond, les projets qui sont réalisés sur le territoire pour voir le ratio de cases offertes par les promoteurs. Puis si jamais on voit qu'il y a des enjeux, on va réagir, là, c'est sûr. Parfait, merci beaucoup. Oui, une dernière main levée, oui. Oui, allez-y. Donc, Jean-Yves Réby à nouveau. Ma question s'adresserait peut-être particulièrement à M. Lachance. Quand vous nous dites, bon, il y a certains blocs appartements ou certains blocs de condos dont les occupants n'ont pas droit à des vignettes. Comment vous vérifiez ça, vous? Leur nom, simple. leur adresse, leur... Ah, mais c'est super simple. C'est lorsqu'ils viennent se procurer une vignette, que ce soit au comptoir ici ou au centre-ville, ces gens-là doivent démontrer une preuve de résidence et en fonction de l'adresse, c'est rentré dans le système. Il y a une validation qui se fait. Est-ce que cette adresse-là peut acquérir des vignettes? C'est un paramètre qui prend 2 secondes à valider. Donc, c'est très simple, mais en même temps, c'est relativement simple à contourner avec un vrai nom ou avec quelqu'un d'autre. Ah, ben ça, on est très bon pour déceler des problématiques à cet effet-là, puis on est en train de revoir notre réglementation justement pour les usages de prête-nom. L'amende va passer de 200 à 1 000 $ pour un faux usage, donc on va avoir des moyens de dissuasion assez costauds. OK, merci. Merci beaucoup. Ça met fin donc à cette consultation publique. Merci à tout le monde qui sont en ligne et présents dans la salle pour vos questions, vos commentaires. Donc, avant de terminer, je vais laisser quand même la chance à M. Lachance de dire son mot de la fin. Bien, merci beaucoup de la participation ce soir. J'ai pris beaucoup de notes, des éléments très pertinents pour lesquels, justement, on travaille et pour lesquels cette réglementation-là se veut un nouvel outil pour, comme on le dit, favoriser le logement. J'ai bien aimé les suggestions qu'on espère beaucoup que les promoteurs vont pouvoir en profiter, entre autres, pour peut-être améliorer les conditions de verdissement autour des projets qu'ils développent. Puis on le voit un changement dans l'approche que nos promoteurs ont lorsqu'ils viennent nous voir avec des projets, peu importe le gabarit. Ça fait plus en plus partie des valeurs qu'ils mettent de l'avant pour aussi assurer une belle intégration dans les milieux de vie. Il n'y a personne qui souhaite développer un projet qui va avoir la contestation. Je pense que tout le monde cherche à travailler les meilleurs projets possibles. Je ne dis pas que ça a toujours été le cas dans le passé. Je vois un peu de M. Mackey, qui a été un ancien conseiller municipal, qui pourrait nous témoigner de plusieurs années, mais je peux vous dire que le changement est en train de s'opérer auprès de nos promoteurs. Notre objectif, quand on le dit dans cette transformation-là de notre norme minimale de stationnement, pour nous, c'est d'avoir un outil supplémentaire pour faire face à la crise du logement, pour être capable de donner les bons outils pour développer. Et comme on l'a dit, puis là, j'ai la présentation devant moi, la diapo suivante ramenait le pourquoi les normes dans ces milieux, c'est qu'on veut améliorer justement la mobilité durable. Les taux de motorisation sont plus faibles. On veut contribuer à consolider le transport collectif et augmenter la canopée. Donc, c'est des éléments sur lesquels on veut vraiment se baser pour réussir à faire que notre ville soit la plus agréable à vivre. Donc, merci Christina pour l'animation. Merci à Marie en ligne qui a fait la gestion. Merci à toute l'équipe ici en salle pour le professionnalisme et l'excellence de vos réponses et présentations. C'est très apprécié et je vous remercie de votre participation ce soir.
Merci beaucoup. Et je vous rappelle que la présentation et l'enregistrement seront disponibles dès demain. La présentation, je pense qu'il est déjà de ce soir. L'enregistrement, il faut juste avoir le temps de le processer. Alors, merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Je vais mettre fin au webinaire. Bonne soirée.